Bonjour à tous, chers étudiants de CS et de CE. Je vous retrouve pour la suite du cours sur l'animal et la partie sur l'animal comme individu. On en était au petit 2, l'individu, une notion elle-même ethnocentrée. Je vous avais montré dans un premier temps quelle était l'étymologie de la notion d'individu, qui était rattachée à l'idée d'un système clos, indivis. C'était la définition par exemple qu'on retrouvait dans l'auteur Bergson, un système clos de phénomènes, le vivant est cela, un individu au sens d'une unité singulière, une unicité aussi singulière. Je vous avais montré combien l'éthologie dans les années 50 avait en effet, d'après Baraté dans son introduction à son ouvrage Biographie animale, intégré pour la première fois cette notion d'individualité. On y reviendra sur cet auteur qui est Éric Baraté dans la suite de ce cours. Les animaux sont enfin analysés comme ne faisant pas simplement appartenance à une espèce qui générerait des comportements d'espèce, c'est-à-dire conformés selon des processus qui sont biologiques et génétiques, mais participe d'un comportement qui peut être singularisé. Et donc, je vous avais montré qu'il y avait deux étapes qui, d'après Baraté, participaient à ce décloisonnement de la réflexion, à la fois un desserrement du corset théologico-philosophique, qui se fait à partir de l'après-guerre, donc les années 50, et puis le développement d'initiatives de la part des éthologues japonais, qui en effet acceptent de considérer pour la première fois l'individualité des animaux, à l'image de celle des êtres humains. J'avais abordé avec vous la question sous un angle un petit peu plus général, qui est celle de la société des individus de Norbert Elias, sociologue spécialiste de cette question du rapport entre société et individu, qui, à mon avis, apporte quelque chose qui justifie d'ailleurs du sous-titre que j'ai donné à cette sous-partie, à savoir que cette notion d'individu, elle a une histoire et elle est ethnocentrée. Ethnocentrée, ça veut dire qu'elle est liée à notre histoire occidentale. L'ethnie en question, c'est l'Occident. Dans la mesure où elle est historique, elle n'est pas née d'emblée dans notre culture occidentale, elle a une histoire, et c'est vrai qu'elle est quasi absente, cette notion d'individualité, je vous l'avais dit, de la culture antique. On ne rencontre pas de termes, ni en grec, ni en latin, qui correspondent parfaitement à la notion d'individualité. J'avais utilisé le grec idiotes, qui a donné notre mot idiot, pour caractériser celui qui rompt avec le social et qui est considéré comme un fou, comme un original, donc comme un idiot, au sens de l'être qui ne participe pas à la culture et donc est inculte. Nous avions évoqué également l'influence de la gens chez les latins. On appartient d'abord à une famille, à une gens, et ensuite, de manière indirecte, on peut se désolidariser de cette gens en ayant un prénom. Bien sûr que la notion d'individualité, elle est impliquée, mais elle n'est pas une valeur de ces sociétés-là. Le nous prime donc sur le jeu, et ce n'est que dans le latin tardif, c'est-à-dire la toute fin de l'Antiquité, qu'on a pour la première fois cet usage du mot individuum avec deux U, rappelez-vous, qui va désigner donc un être incapable d'être divisé, indivis. Cela vaut pour les végétaux, cela vaut pour les animaux et pour les humains bien évidemment, mais c'est un concept médiéval qui n'est pas exclusivement porté vers la notion d'humanité. Il faut attendre la Renaissance pour qu'elle se réduise à ce champ de l'humain, parce qu'on va considérer que individu et homme sont quasi des synonymes. Pourquoi ? Parce qu'un être humain, à la Renaissance, c'est un être qui se détermine à agir en s'auto-déterminant, c'est-à-dire en se choisissant un destin unique. De ce point de vue-là, il est absolument singulier dans son devenir. C'est un petit peu une espèce de préfiguration de la pensée existentialiste avant l'heure. Je deviens ce que je veux être, je me choisis un destin. Vous vous souvenez de la formule d'Erasme, travaillée l'an dernier, on ne devient pas homme, on n'est pas homme, on le devient. Donc c'est vraiment cette idée qu'il y a un devenir historique de l'humanité qui se traduit à travers de fortes individualités qui chacune vont s'exprimer à travers par exemple le nom. Je vous avais parlé de ces artistes qui à la Renaissance vont commencer à signer leurs œuvres d'art à travers des figures qui politiquement incarnent des figures fortes. Ça peut être le prince, ça peut être en Italie le condottiere, ces personnages politiques très forts qui manifestent une prise de position individuelle. Et donc je vous avais montré combien nos sociétés modernes de massification rendaient l'individu nécessaire, c'est-à-dire que dans une société qui est de plus en plus grande, où la population est de plus en plus dense, il est important de pouvoir se distinguer. Alors autrefois on le faisait à travers des faits d'armes et on appartenait par exemple à la noblesse était rattachée à la distinction de classe, mais là on le fait à titre individuel en essayant de sortir son épingle du jeu, en se forgeant un destin un petit peu différent de celui de la masse. La concurrence, vous le voyez,
est accrue entre des individus qui se trouvent comme noyés dans la nuée. Dans ce cadre, on peut trouver que la notion d'individualité est non seulement chez l'animal un trait très secondaire, parce qu'on ne sent pas chez l'animal cette dimension de destinée, de quête d'une individualité, mais enfin, on l'a vu, elle est constatable du point de vue de l'éthologie moderne. Mais c'est vrai que pendant très très longtemps, elle a été considérée comme tout à fait douteuse, cette individualité animale. On a l'impression qu'un chien n'a pas besoin du nom qu'on lui donne, par exemple. C'est l'homme qui attribue par anthropomorphisme une identité à certains animaux qui lui seraient proches ou connus. Et elle est encore une notion tout à fait douteuse pour la science, même si, je vous l'avais dit, Darwin considérait déjà en son temps, donc début du 19e, que les animaux se manifestaient à travers des singularités comportementales, ce qui faisait émergence en quelque sorte d'une individualité distincte qui ne contredisait pas les nécessités vitales, au contraire, puisque ces animaux s'adaptent mieux aux nécessités vitales que l'ensemble de leur espèce. Donc vous voyez qu'il n'est pas d'ailleurs nécessaire pour justifier de cette dimension individuelle de l'animal de postuler qu'il y aurait une âme spirituelle cachée, une âme au sens presque cartésien du terme en l'animal, pour la justifier. C'est-à-dire qu'on va considérer que cette individualité est une individualité plutôt de comportement ou de ressenti, et pas forcément une pensée. Je pense que ça serait maladroit d'aller jusqu'à considérer que l'animal pense. La pensée est vraiment l'un des attributs humains par excellence. J'en arrive donc à un petit 3, qui pose la question suivante: pourquoi alors aborder l'animal comme un individu si ce n'est pas du tout une notion évidente, si on voit qu'elle est déjà ethnocentrée? Qu'est-ce qui justifie qu'on aborde l'animal sous cet angle? Donc pourquoi aborder l'animal comme un individu? Je vais travailler à partir de 2 auteurs dans ce paragraphe. Un premier auteur que vous avez découvert, sur lequel vous avez rencontré quelques petites difficultés de lecture, donc ça sera l'occasion pour moi de refaire une petite mise au point sur cet auteur, c'est Friedrich Nietzsche. Et notamment, je reviendrai sur le contenu des 2 extraits du Gai Savoir que je vous avais donné à l'occasion de la dissertation sur l'instinct. Et puis, je travaillerai donc sur un biographe, enfin historien dans un premier temps de formation, et devenu biographe d'animaux, qui est Éric Baraté, dont je vous ai déjà parlé puisque je manie depuis un certain temps quelques arguments de son introduction à son ouvrage Biographie au pluriel animal. Alors, d'abord, cette notion occidentale donc d'individualité, elle renvoie à ce que nous pensons être très personnel, très singulier. Nous la rattachons au fruit de notre subjectivité la plus intime. Mais ce que va nous apprendre notamment un auteur comme Nietzsche, c'est que cette notion que l'Occident véhicule depuis la Renaissance, elle n'est pas sans être nourrie de préjugés, voire de jugements émanant du milieu social, du milieu culturel auquel on appartient. Donc il faut absolument, avec des auteurs comme Nietzsche, mais également peut-être avec des auteurs comme les sociologues, montrer combien ce que l'on croit souvent très intime est en réalité structuré par notre milieu culturel, notre appartenance à telle ou telle classe ou culture sociale. Petit rappel à propos de Durkheim, puisque c'est un des grands sociologues de la fin du 19e, sur lequel on pourrait asseoir cette réflexion. Durkheim, par exemple, a travaillé sur le suicide, il a consacré tout un ouvrage à cette question du suicide, et c'est vrai que lorsque on fait le choix de ce passage à l'acte, on le revendique comme étant une décision tout à fait personnelle, individuelle, ancrée dans notre subjectivité la plus intime. Et on peut d'ailleurs donner une lettre expliquant les raisons très personnelles qui nous ont fait passer à l'acte. Or, précisément, ce qu'avait montré Durkheim en son temps, c'est qu'il y avait également des enjeux tout à fait culturels qui nous échappaient. Autrement dit, cette décision n'était pas si individuelle et intime qu'elle le semblait. Il a notamment montré combien l'âge des individus, leur sexe, leur appartenance à telle ou telle religion, protestante ou catholique, il y a des différences par exemple notables en termes de données chiffrées entre les gens qui se suicident dans telle ou telle religion du fait des enjeux de cette religion, des espoirs qu'elle fonde, etc. Le moment de l'année, la saison, la structure économique, la période de prospérité ou au contraire de crise économique, tout cela participe à notre passage à l'acte sans que nous en mesurions bien sûr l'enjeu. Et un exemple très intéressant qui a été abordé par Durkheim, c'est qu'il a réalisé, alors il n'est bien sûr
pas le contemporain des deux conflits mondiaux que nous connaissons au XXe siècle, donc il est antérieur, mais il a fait des études sur les passages à l'acte dans des temps de crise ou de guerre. Ça peut être des crises économiques, ça peut être des guerres contre un ennemi extérieur. Pensez à la guerre de Prusse, par exemple, en 70. Eh bien, il apparaissait qu'on se suicidait moins lorsqu'il y avait une guerre ou lorsqu'il y avait une crise économique, ce qui semble être contre-intuitif, parce qu'on a l'impression qu'on a tous ces images des gens qui se jetaient du Wall Street Center pendant la crise de 29 parce qu'ils avaient tout perdu et qu'ils avaient l'impression que c'était la fin, etc. On était en pleine crise, oui, mais la crise a plutôt tendance à produire des regains d'énergie. C'est peut-être l'instinct de conservation qui est en jeu, mais en fait on mesure davantage finalement de passage à l'acte visible, manifeste parce que médiatisé, que de passage à l'acte dans les chiffres, comme si au fond cette décision était liée aussi à une structuration sociale, c'est-à-dire que quand tout va mal, eh bien on fait preuve de davantage peut-être de solidarité, on se serre les coudes et on passe à l'action, on est dans l'action plutôt que dans la désespérance. Il y a davantage de suicide, par exemple, dans une société qui est en pleine prospérité, où tout va bien. Pourquoi ? Parce que lorsque la prospérité est là, on mesure soit dans sa position individuelle combien on est en décalé par rapport à la jouissance, par exemple, la grande consommation de nos voisins nous fait nous-mêmes réaliser que nous sommes un piètre consommateur et que nous ne participons pas à la grande jouissance, on va dire, plurielle, globale. Voilà pour ce petit rappel d'un décalé entre le social et l'individuel. Nietzsche fait partie de ces gens qui ont essayé de montrer combien notre être primitivement est un être égoïste, un être individualiste. Et sachez que chez lui, c'est pas facile à dire, c'est des chaussettes de l'archiduchesse, cette notion d'égoïsme n'est pas une notion négative, elle est même plutôt une notion positive, puisque écouter son ego, ça fait partie de la vie, c'est une posture que tous les animaux, par exemple, vont en général avoir. Et cet individualisme, on va dire primitif, nous allons en prendre une conscience plus tardive, et c'est lorsque nous en prenons conscience, lorsque nous prenons conscience de cette individualité radicale qui nous constitue, le fait que nous sommes singuliers, différents, eh bien, c'est là que nous ne l'assumons pas et que nous cherchons à la gommer, à être comme tout le monde. C'est la mauvaise conscience que nous avons de notre singularité, de notre individualité qui va nous faire rentrer dans le rang et nous faire affaiblir en nous cette force singulière et originale que nous possédions à la naissance et dans les premiers moments de l'enfance. Autrement dit, vous savez que l'enfant est l'un des piliers du bouquin Ainsi parlait Zarathustra. Il y a des animaux, le chameau par exemple, le lion, l'enfant. Alors pourquoi l'enfant ? Eh bien parce que l'enfant précisément n'a pas cette mauvaise conscience de sa force. Lorsqu'il incarne la puissance, il le fait en toute liberté et bonne conscience. Voici ce qu'il écrit notamment dans le Gai Savoir. Toutes nos actions sont au fond incomparablement personnelles, singulières, d'une individualité illimitée. Cela ne fait aucun doute. Donc voyez ce point de départ. Tout au départ est foncièrement personnel, singulier et d'une individualité illimitée, donc il enfonce le clou. Cela ne fait aucun doute, mais, poursuit-il, dès que nous les traduisons en conscience, elles semblent ne plus l'être. Donc il y a deux temps. Il y a le temps de l'inconscience et le temps de la conscience. Lorsque nous prenons conscience de notre individualité, que nous la regardons avec de la distance, donc, comme un objet, eh bien, elle nous dérange. Nous l'affaiblissons parce que quelque chose de la conscience nous fait dire « mais cette singularité, je regarde l'autre, mais je n'ai pas la même, je ne lui ressemble pas, et puis je regarde tel autre aussi de l'autre côté, et je réalise qu'on est très différents, et cette différence me dérange. Me dérange parce que j'ai aussi besoin de vivre socialement, c'est-à-dire qu'il existe également un instinct de vie sociale, les êtres humains sont faibles, séparés, et ils ont besoin de vivre en société, et parfois cet instinct social a tendance à prendre le pas sur l'instinct égoïste et individualiste que nous avons en nous, et nous développons donc un excès d'intérêt pour l'instinct social au détriment de l'instinct individuel qui nous caractérise également. Et c'est là que naît donc un affadissement, un aplatissement, c'est le terme qu'utilise l'auteur. Je vous lis la suite de ce texte, toujours du Gai Savoir. Tout ce qui devient conscient devient par là même plat, inconsistant, stupide, à force de relativisation
générique, signe repère pour le troupeau. On a donc un affadissement, un aplatissement, tout ce qui était singulier, tout ce qui était un peu en relief. On va utiliser la même métaphore que Nietzsche ici. Il y a du plat et puis il y a des éléments en relief. Eh bien, ces éléments en relief, nous cherchons à les aplatir. Tout ce qui fait notre consistance, notre singularité, nous cherchons à l'amoindrir. C'est une forme de stupidité, dit-il, parce qu'on relativise et on rentre dans le genre au lieu de se singulariser. C'est là la grande force de ce qu'il appelle l'instinct du troupeau. Alors l'instinct du troupeau est une représentation négative d'un instinct positif qui est l'instinct social. Que nous ayons, nous, êtres humains, un instinct social qui nous pousse à vivre avec nos congénères n'a rien de débile, de stupide ou de problématique pour Nietzsche. Ça fait partie des éléments qui sont en nous. Nous avons plusieurs instincts en nous, et notamment l'instinct social. Mais lorsque cet instinct social devient complètement prédominant, dès qu'on n'entend plus que lui, dès qu'on n'écoute plus que lui, il devient l'instinct du troupeau. Cet instinct du troupeau est pensé, en revanche, de manière extrêmement négative. C'est ce qu'il appelle l'instinct grégaire, avec beaucoup de mépris dans la manière dont il en parle. À chaque fois qu'il en parle, c'est pour le fustiger. Pourquoi ? Parce que cet instinct grégaire fait que nous allons abandonner tout ce qui faisait notre singularité. Et il y avait de la force là-dedans. Autrement dit, j'essaie de synthétiser un peu ce que je viens de dire, dans notre individu singulier, il y avait une originalité, mais ça faisait notre force. Il y avait peut-être en nous de la violence, mais ça faisait notre force. Il y avait peut-être un excès d'intelligence, de puissance physique, de puissance de ruse, et ça faisait notre singularité. Or, pour devenir conforme, nous avons fait de cet être singulier un être faible, un être doux. Nous avons fait taire la violence qui nous caractérisait pour prôner la douceur. Nous avons éteint notre force pour prôner la faiblesse. Nous avons éteint notre puissance pour prôner, là encore, la stupidité du corps amoindrie. Vous avez là, il me semble, quelque chose qui est intéressant du point de vue d'une société qui a du mal à articuler, et c'est vraiment le propre, je crois, d'une démocratie. Le fait que nous ayons envie de buts communautaires, d'une relative égalité, mais que nous ayons aussi besoin de liberté. C'est tout le débat de Tocqueville. Comment une démocratie arrive-t-elle à articuler ces deux éléments qui fonctionnent si mal ensemble ? Et c'est pour cela que Nietzsche a des mots très durs à l'endroit de la démocratie, parce qu'il dit que la démocratie essaie de concilier l'irréconciliable. C'est pour ça qu'il dit croire plutôt en l'aristocratie, alors non pas en une aristocratie de type social tel que nous l'avons connu par exemple sous l'ancien dans l'ancien régime, c'est pas de ça dont je parle, c'est plutôt ce qu'il appelle une aristocratie de l'esprit, c'est-à-dire une manière d'être qui ose jouer la carte de la singularité, de l'originalité. Si vous êtes intelligent, ne cachez pas cette intelligence. Si vous êtes d'une puissance colossale, eh bien, c'est votre force, n'en ayez pas honte, incarnez cette puissance de votre corps. Si vous êtes très grand, ne baissez pas la tête, affichez la grandeur qui est la vôtre. Si vous êtes petit, cette petitesse peut être pour vous une force, un moyen d'être dont vous ignorez absolument la grandeur. Assumez pleinement ce que la nature vous donne. Vous êtes un génial artiste, ne vous planquez pas, assumez votre part. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est pas de l'orgueil, c'est d'estime. C'est l'estime de soi, une estime de soi qui est fondée sur la reconnaissance de la puissance que j'ai en moi. Et donc précisément, tout cela s'origine dans un instinct. Nietzsche, c'est un penseur de l'instinct. C'est quelqu'un qui croit en l'existence primordiale d'instinct en nous. Cet instinct s'inscrit dans notre corps, il se manifeste d'abord dans notre corps, et un corps qui est en bonne santé génère aussi un psychisme et des pensées en bonne santé. Cet instinct du corps est structurant de nos pensées. Pour le dire autrement, Nietzsche ne fait plus l'opposition traditionnelle que l'on fait entre l'instinct et l'intelligence, parce que pour lui, l'instinct se manifeste dans l'intelligence humaine. Une intelligence, par exemple, telle que celle de Socrate, qui est une intelligence vive, bien évidemment, et il le loue souvent, mais le critique aussi souvent. C'est l'intelligence d'un être quand même qui a un rapport au corps extrêmement désastreux.
pour lui, le corps est un tombeau. Vous vous souvenez peut-être, hein, pour les étudiants de l'année dernière, sur le désir de l'opposition, enfin de l'articulation soma-sema, le corps comme tombeau. À l'opposé, on a le nous, bien sûr, l'intelligence, et puis on a le somatique qui est condamné, contesté par Socrate. Eh bien, il nous dit cette pensée qui donne une mauvaise conscience relative à notre corps, à notre désir, à notre côté épithumia, hein, à la partie désirante de notre psychisme. Celle qui nous dit, allez, il faut que tu aies mauvaise conscience de ça, il faut que tu luttes contre cette part de toi et que tu produises un combat intérieur, une psychomachie. Eh bien, un tel philosophe est malade. Un tel philosophe manifeste le peu d'instinct vital qui règne en lui. Cet instinct vital, c'est complètement délité, autrement dit, un instinct, c'est une force, mais c'est une force qui peut très rapidement être détruite par la vie sociale, par la vie culturelle, recouverte aussi par le culturel, au point qu'il étouffe, qu'il n'arrive plus à se manifester dans toute sa puissance, dans toute sa virulence. Donc c'est un penseur du corps, bien évidemment, un Nietzsche, hein, qui a compris que le corps, c'est de l'énergie, c'est de la force, c'est de l'instinct, et que ceux qui s'en prennent au corps s'en prennent aussi à cette puissance en nous qui fait de nous des êtres capables d'exister, de vivre et d'exister pleinement. Le mépris du corps serait l'expression d'une décadence, et notamment une décadence de la civilisation grecque, puisqu'il nous dit que les Grecs, c'était des gens qui fonctionnaient beaucoup à l'instinct. Hein. L'instinct était un instinct de rivalité, ce qu'il appelle l'instinct agonal. Hein, agonal, c'est-à-dire l'instinct qui fait de nous des rivaux. Eh bien, cet instinct de rivalité était très valorisé par les anciens Grecs, qui joutaient, par exemple, dans les Jeux Olympiques, qui aimaient l'art de la guerre, qui aimaient la dispute rhétorique. Mais lorsque la philosophie s'en prend précisément à tous ces éléments en disant qu'il ne faut pas développer le culte du corps. Les Grecs aimaient le corps, le représenter dans sa nudité, dans sa force physique. Lorsqu'on dit non, pas le corps, plutôt l'esprit, hein, la philosophie platonicienne. Non, pas la guerre, plutôt la parole, la compréhension. Non, pas l'agressivité de la rhétorique sophistique, mais le dialogue philosophique, etc. Tous ces éléments sont pour lui l'incarnation d'une forme de déperdition de l'instinct. Cet instinct agonal, nous ne l'avons plus, la rivalité, la supériorité affichée. Nous ne faisons plus que prôner l'égalité, valeur médiocre, alors qu'il faudrait prôner la singularité. Notre corps est une pluralité de pulsions, d'instincts très puissants qui réagissent entre eux. Certains prennent le relais de l'autre, certains sont plus agissants que d'autres, mais dans le corps malade, ces instincts se taisent ou sont recouverts par des éléments culturels de survalorisation de l'esprit humain ou de la culture. Alors, si l'on revient à la question de l'animal qui nous occupe, eh bien cet animal possède en lui des instincts comme tout être vivant et comme bien évidemment l'être humain, nous l'avons vu. Cette individualité est donc associée à un processus de force qui est celui de l'animal. Cette individualité, c'est la force que l'individu a dès l'origine. L'animal donc possède en lui un individualisme du fait qu'il est un être singulier, doté de force et doté d'instinct. À part que ce que l'homme, lui, possédait et que la culture a fini par altérer, eh bien l'animal, lui, le possède et la culture ne l'a pas altéré. Voilà la grande différence entre l'homme et l'animal, et voici pourquoi Nietzsche est assez fasciné par l'animal. L'animal, justement, ne connaît pas la mauvaise conscience, ne connaît pas cette altération que la culture a opérée, cette dégradation, cette dégénérescence de la puissance instinctive que nous connaissons, nous, en tant qu'êtres humains. Il faudrait donc prendre l'animal comme modèle pour se rappeler combien l'instinct est un fervent de vie, une puissance motrice sans aucun élément comparable. Et comment se manifeste cette individualité ? Eh bien, elle se manifeste à travers la puissance affichée de l'animal qui suit toujours son instinct sans se tromper. Il peut, cet animal, prendre des risques, s'élancer dans le monde, risquer sa vie, imposer son être dans sa puissance. Les espèces sauvages et les espèces prédatrices ont bien sûr la préférence de Nietzsche pour les raisons qu'elles manifestent véritablement cette prise de risque relativement aux espèces qui sont, on va dire, plus douces ou peut-être moins prédatrices, qui sont peut-être les proies même de ces prédateurs.
Il valorise toujours l'animal sauvage et l'animal prédateur face à un animal qui au contraire aurait été domestiqué. Pour lui, la domestication, c'est la pire chose qu'on puisse faire à un animal, puisqu'on va lui enlever cette part d'instinct qui le caractérisait et qui faisait sa puissance et sa singularité, sachant que l'homme est peut-être l'être du vivant, l'animal, qui a été le plus domestiqué de tous. D'où cette relative méprise, ce relatif mépris à l'endroit de l'être humain en tant qu'il domestique et est domestiqué. L'animal humain est facile à domestiquer. Je pense que pour ceux qui ont lu La Boétie, par exemple, on voit combien il est facile d'obtenir de la part d'un être humain une servitude volontaire. C'est très facile. La domestication, l'homme, en quelque sorte, l'accepte très rapidement, et souvent au nom de la domination de l'instinct grégaire. C'est-à-dire c'est souvent une domination de l'instinct grégaire qui rend l'homme policé, lui fait intégrer la culture et donc la domestication de manière indirecte. Ça rapetisse, dit Nietzsche, l'être humain. Je renvoie mes cubes à mon cours de l'an dernier sur la vertu qui rapetisse, cette opposition entre le désir qui grandit l'être humain, le désir avec un D majuscule, le désir qui assume sa part, ce qu'il appelle grand désir, Nietzsche, et puis ce désir qui rapetisse le sujet en lui faisant vouloir ce que tout le monde veut, sans grandeur, sans singularité. Voici ce qu'il écrit. Ceux qui ont fait du loup un chien ont fait de l'homme même le meilleur animal domestique de l'homme. Je reprends. Ceux qui ont fait du loup un chien ont fait de l'homme même le meilleur animal domestique de l'homme. Donc vous voyez qu'au sein de la domesticité, il y a le chien, qui n'est pas du tout l'animal que valorise Nietzsche, alors qu'il a été l'animal philosophe par excellence. Lorsque vous regardez des allégories de la philosophie, il y a toujours un chien qui est là, qui incarne à la fois la prise de conscience critique au sens cynique qu'énonce le chien du terme, parce que le chien aboie, n'est pas content, mais il y a aussi la fidélité, il y a aussi une forme de docilité et de culture, d'amitié, c'est l'ami de la sagesse, et de culture. Pour lui, le chien, c'est une fabrication de l'homme, c'est l'être domestiqué qui a perdu ses instincts premiers et donc la force initiale qui le caractérisait. Idem pour l'homme, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il engendre des foules indistinctes d'individus qui font tous la même chose, puisqu'il est facile à domestiquer. Précisément donc, la vraie individualité n'est pas du tout un concept qui serait né en Occident à la Renaissance, c'est pas en ce sens-là que Nietzsche prend cette notion. La vraie individualité n'est pas le concept d'individualité fabriqué par la culture, fabriqué par une culture complètement ethnocentrée, occidentalo-centrée. Mais la vraie individualité, c'est l'animal en nous, c'est-à-dire cette part d'être indomptable, non dressable, non sélectionnable et non contraint ou exploitable. Donc il peut y avoir encore une part en nous de cet ordre-là, c'est ce qu'il appelle de ses voeux, c'est ce qu'il appellera le surhomme dans cette hypothèse de la fin de son œuvre. On peut en effet considérer que la vraie individualité touche plutôt, vous le voyez ici, au biologique plutôt qu'à un concept politique, le concept qu'avait abordé Norbert Elias. Tout homme, tout animal a en lui une part d'indomptable, de non dressable, de non exploitable. Encore faut-il qu'il la retrouve par-delà tout ce qu'il a surajouté en termes de culture, d'exploitation, de domination, de domestication. Alors je reviens maintenant sur les deux textes que je vous avais donnés à lire. Je les relis avec vous rapidement. Je ne vais pas faire un commentaire serré de ces deux textes, mais simplement vous remettre en tête son contenu. D'abord, on avait deux extraits du Gai Savoir. Le premier dit ceci. Nous disons bonnes les vertus d'un homme, non pas à cause des résultats qu'elles peuvent avoir pour lui, mais à cause des résultats qu'elles peuvent avoir pour nous et pour la société. Qu'est-ce qu'on appelle donc vertu ? La vertu, c'est quelque chose qui a de la valeur, non pas pour un individu, mais pour l'ensemble de la société. Au fond, qu'est-ce qu'on demande à un homme vertueux ? C'est pas qu'il soit utile à lui-même, c'est pas qu'il promeuve son individualité à travers sa vertu, c'est que la société y gagne. Un homme vertueux, c'est un homme qui est utile au grand tout, à la collectivité. Donc c'est celui qui va servir le nous, dit l'auteur, plutôt que le je. Or, Nietzsche joue ici sur un terme vertu qui est très ambigu, puisque le mot virtu, qui est utilisé par les philosophes italiens, par exemple, comme Machiavel, désigne plutôt une puissance individuelle. C'est la force colossale du prince, par exemple, de Machiavel, qui incarne cette virtu.
Vertu, virtu, vous voyez qu'on est vraiment dans des concepts différents. La vertu a une connotation extrêmement religieuse, presque chrétienne. La vertu, ce serait la capacité de sacrifice de soi, d'abnégation, de générosité, d'amour du prochain. Donc voilà, toutes valeurs qui font qu'on s'oublie soi-même au profit de la société et de la culture. Alors que virtu, au sens vraiment de l'homme de la Renaissance qui revendique cette force brutale en lui, c'est la philosophie de Machiavel, a un sens que Nietzsche par contre valorise beaucoup, c'est une vertu pour le sujet humain. Dans l'éloge de la vertu, on n'a jamais été bien désintéressé, on n'a jamais été bien altruiste. Voilà, donc c'est-à-dire que lui, il dit attention, lorsqu'on dit de la vertu qu'il faut en faire l'éloge au nom du tout social, eh bien on n'est pas intéressé. Il nous montre au fond que cette culture qui se dit désintéressée, elle est très intéressée. Cette culture qui se dit altruiste, elle n'est pas du tout altruiste. Parce qu'elle ne s'intéresse pas à l'autre. Parce que si elle s'intéressait à l'autre, vraiment pour son altérité, elle accepterait son individualité. Ce qu'elle veut, c'est que l'autre ne soit pas autre. Et elle est intéressée à tout cela. L'éloge de la vertu n'est jamais désintéressé, alors qu'il fait l'éloge d'une réalité qui devrait être désintéressée. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de servir le groupe, le collectif. On aurait remarqué sans cela que les vertus, comme l'application, l'obéissance, la chasteté, la piété, la justice, sont généralement nuisibles à celui qui les possède, parce que ce sont des instincts qui règnent en lui trop violemment, trop avidement, et ne veulent à aucun prix se laisser contrebalancer raisonnablement par les autres. On vous parle donc de vertus, précisément, celles qui ont été valorisées par l'histoire de la culture chrétienne, application, obéissance, chasteté, pitié, justice, et il nous dit tout ça, c'est pas très utile pour l'individu. Un individu chaste, il renonce à son plaisir. Un individu qui a pitié de l'autre est entravé par ce sentiment de pitié, c'est un sentiment de tristesse, donc il ne jouit pas. Un individu qui est obligé d'obéir ruine en lui une appétence qui est plutôt à désobéir naturelle. Un individu qui s'applique, eh bien c'est un individu qui abandonne le plaisir du divertissement par exemple. Travailler, s'appliquer, vous êtes d'accord, c'est moins jouissif que se libérer de cette application et faire n'importe quoi, n'importe comment. La justice également, qui est une valeur du christianisme, est foncièrement rattachée au mépris de soi, puisque si je suis juste, eh bien je ne satisfais pas à ma part d'injustice. On préférerait se venger, par exemple, qu'être juste. C'est plus jouissif de se venger que d'être juste. Donc tous ces éléments sont nuisibles à celui qui les possède, entendez par là, à celui individuel qui les possède. Il ne satisfait pas, lorsqu'il pratique ses vertus, sa propre individualité, au contraire, il la sacrifie sur l'autel du collectif. Pourquoi on lui demande d'éteindre tous ces éléments en lui que sont le plaisir sexuel, l'injustice, la désobéissance? Eh bien, il nous dit parce que précisément, ce sont des instincts. Et ce sont des instincts qui sont très violents en lui, qui se manifestent très avidement et qui n'aimeraient pas être contrebalancés par d'autres éléments. Donc cet être qui a en lui une forme de violence instinctive très brutale, on veut le castrer en quelque sorte de cette dimension violente. Quand on possède une vertu, dit l'auteur, une vraie vertu, une vertu complète et non une petite tendance à l'avoir, on est victime de cette vertu. Et c'est précisément pourquoi le voisin en fait la louange. Pourquoi les individus aiment le vertueux en nous ? Eh bien précisément parce que dans cette vertu, nous souffrons. Au fond, le voisin qui fait la louange de notre vertu jouit de nous voir, nous contenir, nous castrer nous-mêmes, alors que nous aimerions, nous, avoir comme n'importe quel sujet individuel du plaisir, de l'inégalité, de l'injustice. On loue l'homme zélé, bien que son zèle gâte sa vue, qu'il use la spontanéité et la fraîcheur de son esprit. On vante, on plaint le jeune homme qui s'est tué à la tâche, parce qu'on pense, pour l'ensemble social, perdre la meilleure unité n'est encore qu'un petit sacrifice. Il est fâcheux que ce sacrifice soit nécessaire, mais il serait plus fâcheux que l'individu pensât différemment, qu'il attachât plus d'importance à se conserver et à se développer qu'à travailler au service de tous. Donc pourquoi on vante un jeune homme qui s'est tué à la tâche ? Pensez au stakhanoviste, par exemple. Eh bien parce que cet homme s'est oublié individuellement pour travailler au service de tous. Voilà ce que nous valorisons. Ce que nous valorisons culturellement, c'est l'instinct grégaire, c'est celui où nous nous sacrifions en tant que sujet individuel au profit du grand nombre. Il faudrait plutôt plaindre ce jeune homme de ne pas pouvoir exprimer son individualité radicale.
On ne plaint donc pas ce jeune homme à cause de lui-même, mais parce que sa mort a fait perdre à la société un instrument soumis, sans égard pour lui-même, bref, un brave homme, comme on dit. Qu'est-ce qu'on appelle un brave homme? C'est un homme qui était capable de sacrifice. C'était un homme qui était capable de s'oublier lui-même au nom de la collectivité. On ne le plaint pas lui-même. Ce qu'on plaint, c'est sa perte. On ne pourra plus l'utiliser comme on le faisait jusqu'à présent, l'exploiter jusqu'à la corde. Pensez par exemple à cette tradition après la Première Guerre mondiale des monuments aux morts. Ce monument aux morts dit voilà ce qu'est le sacrifice à la patrie. Un individu doit se sacrifier au grand tout. Il y a quelque chose de cette valorisation, là encore, de l'instinct grégaire. Le deuxième texte que je vous avais donné à la lecture dit ceci. La conscience, d'une manière absolue, n'a pu se développer que sous la pression du besoin de communication. Dès le début, ce n'était que dans les rapports de homme à homme, particulièrement entre celui qui commande et celui qui obéit, que la conscience était nécessaire, utile, et qu'en fonction du degré de cette utilité, elle arrivait à se développer. La conscience n'est en somme qu'un réseau de liens entre les hommes, et elle n'aurait pu prendre un autre développement. À vivre isolée telle une bête féroce, l'homme aurait pu fort bien s'en passer. Le fait que nos actes, nos pensées, nos sentiments, nos mouvements, même, nous deviennent conscients, tout au moins une partie de ceci n'est que le résultat du règne effroyablement long qu'un tu-dois a exercé sur l'homme. Il avait besoin, lui, l'animal le plus menacé, d'aide, de protection. Il avait besoin de son semblable. Il fallait qu'il sût se rendre intelligible pour exprimer sa détresse. Et pour tout ceci, il avait d'abord besoin de la conscience, donc même pour savoir ce qu'il éprouvait, pour savoir ce qui faisait défaut, pour savoir ce qu'il pensait. Je commence sur cette première partie de texte qui évoque donc le passage de l'animal à l'homme, de la bête féroce à l'homme, c'est-à-dire de la vie isolée à la vie en communauté. Je reprends encore cette thématique de la communauté. Si nous vivons séparés, si nous vivons isolés, nous n'avons pas besoin de conscience. L'homme aurait bien pu se passer de conscience s'il avait pu vivre isolé telle une bête féroce. Mais malheureusement, l'être humain a besoin des autres. Il a besoin des autres parce que il est en détresse face à la nature, il n'est pas dans une position suffisamment d'aisance dans la nature, c'est peut-être la réinterprétation ici du mythe prométhéen, et donc il a besoin des autres pour survivre, et pour cela il a besoin d'entrer en communication avec ces autres. Vous voyez ici que la conscience naît à un moment donné lorsque le besoin de l'autre se manifeste, lorsque j'ai besoin de communiquer avec cet autre. Donc, ça ne veut pas dire que l'homme a besoin de penser à chaque instant, ça ne veut pas dire que l'homme a besoin de conscience ou qu'il se caractérise en propre par un être de conscience à chaque instant. Cette conscience, il n'en a besoin que dans des cas particuliers de détresse où il a besoin de ses congénères. Je vous lis la suite. Car pour le dire encore une fois, l'homme, comme toute créature vivante, pense sans cesse, mais il l'ignore. La pensée qui devient consciente n'est qu'une infime partie, disons la plus superficielle, la plus médiocre, car seule cette pensée consciente se produit en parole, c'est-à-dire dans des signes de communication par quoi se révèle d'elle-même l'origine de la conscience. Bref, le développement du langage et le développement de la conscience, non point de la raison, vont main dans la main. Que l'on ajoute à cela que ce n'est pas seulement le langage qui jette un pont d'un homme à l'autre, mais aussi le regard, la pression, le geste. Quant à la prise de conscience de nos impressions sensibles, quant à la capacité de les fixer et de les situer pour ainsi dire hors de nous, elles ont augmenté proportionnellement à la nécessité croissante de les transmettre à autrui par des signes. L'homme inventeur de signes est à la fois l'homme qui prend une conscience de plus en plus aiguë de lui-même. Ce ne fut qu'en tant qu'animal social qu'il apprit à le faire, et il le fait encore, et de plus en plus. Ma pensée, comme on le voit, n'est que la conscience n'appartient au fond à l'existence individuelle de l'homme. Excusez-moi, là j'ai très mal lu, je reprends. Ma pensée, comme on le voit, est que la conscience n'appartient pas au fond à l'existence individuelle de l'homme, mais bien plutôt à tout ce qui fait de lui une nature communautaire et grégaire. Donc, là on a plutôt une réflexion sur la pensée, puisque je vous avais dit de réfléchir à l'opposition entre l'instinct et l'intelligence. Là on est plutôt du côté de l'intelligence et de la conscience. Donc l'individu qui devient conscient ne le fait que dans un cadre particulier, qui est non pas son existence individuelle, mais son existence communautaire et grégaire. Pour le dire autrement, il y a en nous un fond d'existence individuelle qui n'a pas besoin de conscience.
Et si ce fond individuel n'a pas besoin de conscience, c'est qu'il est essentiellement dans l'inconscience. Je ne parle pas de l'inconscient, notion qui a été inventée par Freud ultérieurement, mais dans l'inconscient, c'est-à-dire la perte ou l'absence de conscience, comme ça peut être le cas lorsque vous dormez par exemple, ou lorsque vous faites des choses de manière automatique et mécanique, c'est-à-dire sans conscience aiguë de ce que vous faites. Eh bien l'individu dit voilà, Nietzsche dit de l'individu qu'il n'a pas besoin d'emblée de conscience pour la plupart des réalités qu'il va générer seul. Lorsque l'individu est seul, et je pense que vous le mesurez, vous n'avez pas besoin de parler. Vous êtes en quelque sorte muet parce que votre individualité n'a pas besoin de s'exprimer à travers le dialogue, la communication verbale. Donc ça veut dire que nos pensées, nos modes langagiers, tout cela, et forcément notre conscience de nous-mêmes, s'est développée. Non pas parce que nous sommes un individu singulier, mais parce que nous avons une nature communautaire et grégaire. Nous vivons ensemble et c'est ce qui a suscité le besoin de recourir à l'intelligence, à la conscience. Pour le dire autrement, la pensée n'est pas structurante de notre humanité. Elle est structurante de notre humanité en communauté. Nous pouvons très très bien ne pas considérer que le fond de l'être humain puisse être la raison, par exemple, ou la pensée consciente. Au contraire, l'auteur suggère tout à fait le contraire. Il nous dit que la conscience n'appartient pas, au fond, à l'existence individuelle de l'homme. Voilà pour ce texte, qui est un petit peu à la marge du sujet que je vous avais proposé, mais qui fait lien quand même avec la notion d'intelligence. Je finis ce cours par une introduction rapide à ce que je travaillerai la prochaine fois avec vous, mais ça sera la semaine prochaine, en distanciel toujours. À savoir que la fois prochaine, je travaillerai donc sur des textes de Baraté, à la fois l'introduction que je continue à travailler pour que vous compreniez le sens du projet d'Éric Baraté, qui va écrire des biographies animales, c'est-à-dire reconnaître complètement l'individualité, la singularité des animaux qu'il va mettre en scène. Mais je voulais également vous donner un ou deux exemples de biographies de fait. Donc je vous proposerai une lecture, alors ce sera un résumé, on va dire, un peu problématisé de ces textes. Donc c'est ce que nous ferons la fois prochaine. Je suis là dans une démarche un petit peu différente de celle de la philosophie pure et dure, puisque Baraté est un historien et homme de littérature. Mais bon, ça fait partie aussi des choses que je peux me permettre dans un cours de culture G. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, par voie de mail. Et puis sinon, la semaine prochaine, donc on est en distanciel. Donc ça veut dire que je vous accorderai à peu près l'équivalent de 3 heures de cours. Alors 3 heures de cours, c'est pour moi à peu près 1h30 de temps réel, parce que je ne dicte pas, je ne prends pas le temps de répéter, de reformuler. Donc forcément, c'est pour ça que je vous fais des cours d'une quarantaine de minutes à chaque fois, ce qui correspond à peu près à 1h30 de cours en présentiel. Merci beaucoup.